Bien simplement, en bon juriste, ou peut-être en mauvais, j'ai prévu un plan en deux parties, deux sous-parties. Et d'ailleurs, je pense que en proposant en thème de 7e journée d'échanges psychiatriques, psychiatrie-justice, il serait bon de savoir pourquoi les juristes sont viscéralement attachés à ce plan en deux parties, deux sous-parties. Alors, je vous propose d'aborder ce sujet qui risque de toute façon de déborder sur des sujets qui seront abordés notamment par mes collègues. Donc, en deux grandes parties, d'abord l'utilité et le contenu de la mission de l'expert psychiatre, en matière pénale bien sûr, avec très simplement en première sous-partie son utilité et en deuxième partie son contenu. Et en deuxième partie, la présentation et la restitution de la mission de l'expert psychiatre, en abordant dans un premier temps le rapport écrit et dans un deuxième temps la restitution orale, ayant conscience qu'effectivement c'est un point qui sera abordé tout à l'heure, notamment cet après-midi, au niveau de la cour d'assises. Je suis jamais très certain du micro, c'est bon, il n'y a pas de... Non. Alors, l'utilité et le contenu de la mission de l'expert psychiatre en matière pénale. Alors, j'ai, à la suite finalement des premières interventions, du thème général de la journée, pris parti peut-être à tort d'exclure de mon exposé l'expertise psychiatrique des victimes, avec ce fameux débat sur la crédibilité. J'évacuerai peut-être cela rapidement en indiquant qu'en pratique, en tout cas c'est ma pratique, au niveau de la crédibilité, sauf risque de pathologie apparaissant dans le cadre de l'enquête, ma préférence va bien souvent vers une mission confiée aux psychologues pour à la fois connaître la personnalité, éventuellement trouver à travers cet examen des pistes sur la crédibilité ou la non-crédibilité des déclarations. Mais effectivement, je crois que la mission de l'expert psychiatre est essentiellement orientée vers l'examen de l'auteur éventuel d'une infraction. Alors son utilité, l'expertise psychiatrique est un outil indispensable dans la recherche de la vérité comme pour la connaissance de la personnalité des auteurs d'infractions. Alors, tant j'écoutais tout à l'heure le professeur dans la compréhension de l'acte, c'est vrai qu'il y a ce fantasme des magistrats, des avocats, du public de comprendre pourquoi un acte a pu être commis. Et j'ai souvenir, quand j'étais plus jeune substitut à Nîmes, d'une grande attente vis-à-vis d'un auteur de 2 meurtres particulièrement affreux, un auteur qui avait été arrêté avant qu'il commette probablement d'autres meurtres, vu les modes opératoires. Et j'étais dans l'attente de ces rapports d'expertise psychiatrique, psychologique, en pensant qu'effectivement nous aurions des explications sur ces actes horribles. Finalement, bon, nous étions encore en présence d'une personne qui agissait de façon utilitaire et qui présentait de gros traits pervers. Mais bon, je n'avais pas encore l'expérience que je peux avoir actuellement. Alors, l'expertise psychiatrique parfois est à la fois obligatoire de par la loi, voire la pratique, elle est parfois facultative. On parle des attentes des juges, mais il ne faut pas oublier, ça a été d'ailleurs rappelé par monsieur le procureur général et par le professeur François Purcell, il n'y a pas que les juges qui sont en demande d'expertise psychiatrique, il y a effectivement les procureurs de la République dans le cadre de la direction des enquêtes de police judiciaire. Et pour rejoindre ce qu'indiquait le professeur, dans le cadre de l'enquête initiale, que ce soit l'enquête de flagrant délit, de flagrance ou l'enquête préliminaire, on ne peut pas, sur un plan strict, parler d'expertise judiciaire. Il
Il s'agit de constatations techniques demandées à un sachant technique, et il est bien évident que l'examen qui va être réalisé souvent dans l'urgence, dans le cadre d'une garde à vue, n'aura pas le même approfondissement, peut-être pas non plus la même portée que l'expertise judiciaire qui est demandée par un juge d'instruction ou par des juridictions de jugement. Ce caractère juridique de l'examen technique a quand même son importance parce que de plus en plus, dans le cadre de procédures rapides ou de procédures qui ne font pas l'objet d'instruction, cet examen technique va suffire au tribunal pour juger cette affaire. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait besoin d'autres expertises. Et j'aborde le cas où les expertises psychiatriques sont obligatoires. Bon, on connaît évidemment les expertises. On parle d'ailleurs d'examen médical. Hein. Souvent, on ne parle pas forcément d'expertise psychiatrique, on parle d'examen médical. Bien souvent, on sous-entend par examen médical l'expertise psychiatrique. On connaît évidemment le cas prévu par la loi en matière d'infraction de nature sexuelle en vue d'une éventuelle injonction de soins. C'est l'article 706-47-1 du Code de procédure pénale. Il y a aussi, si cela n'a pas été fait, mais en général c'est fait, dans le cas de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction sur les cas d'irresponsabilité pénale. Bien évidemment, la personne qui va se retrouver devant la chambre de l'instruction va s'y retrouver parce qu'elle a fait l'objet d'examen psychiatrique, mais il peut y avoir des questions qui n'ont pas été posées, ce qui n'est pas souvent le cas, mais concernant notamment la mesure d'hospitalisation d'office, d'hospitalisation complète ou les mesures de sûreté qui peuvent être assorties à la décision de la chambre de l'instruction. Il y a en matière d'expertise obligatoire tout ce qui concerne l'application des peines, mais il y a aussi une part non négligeable, compte tenu de la population pénale, d'expertise obligatoire. Je veux parler des majeurs protégés, hein, puisque nul majeur protégé ne peut être jugé sans avoir fait l'objet d'une expertise. Alors je ne sais plus si on parle d'expertise médicale ou d'expertise psychiatrique. Je pense qu'on parle d'expertise médicale puisqu'il peut y avoir le cas notamment d'affaires, de situations qui relèvent plutôt de la neurologie. Mais c'est une part importante de la population pénale que sont les majeurs protégés. Il y a aussi les expertises qui sont quasi obligatoires, même si le texte n'est pas très clair, en l'occurrence, ne le prévoit pas de façon obligatoire. Monsieur le procureur général l'a rappelé, ce sont les expertises psychiatriques qui sont décidées par le juge d'instruction en matière criminelle. En vue de l'examen de la personnalité, l'examen du fond d'ailleurs aussi en cour d'assises, aucun accusé ne va comparaître devant une cour d'assises sans avoir fait l'objet d'un examen psychiatrique. Et si par extraordinaire, le juge d'instruction l'avait oublié, le président de la cour d'assises peut toujours ordonner cette expertise psychiatrique. L'expertise psychiatrique, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, devient par définition facultative. Elle reste néanmoins opportune, même si on peut penser que la loi a prévu le caractère obligatoire parce qu'elle était justement opportune. Elle est facultative et elle n'est peut-être pas assez utilisée. Elle n'est pas assez utilisée, cette expertise, par manque d'experts. On l'a évoqué, ça sera évoqué à de nombreuses reprises. Elle n'est pas utilisée pour des contraintes budgétaires. Il ne faut pas se cacher. Je pense que la santé connaît les mêmes problèmes que la justice au niveau des contraintes budgétaires et par manque de temps, bien évidemment, lié bien souvent à ces contraintes budgétaires. Je dis cela parce que
par expérience, on risque bien souvent de passer à côté de situations relevant de la psychiatrie. Alors, je vais citer par exemple une affaire dans le cas où l'expertise, l'examen médical psychiatrique était obligatoire. C'était une affaire criminelle avec une pathologie que personnellement je ne connaissais pas et que je n'aurais jamais assimilée à une psychose. C'est une affaire qui a été évoquée, hein, qui est déjà, j'allais dire jugée, mais qui a été évoquée par la Chambre de l'instruction, d'une mère qui avait assassiné ses deux enfants, qui paraissait extrêmement froide, et sur laquelle se portait un grand jugement moral, bien évidemment, s'agissant de faits extrêmement graves et qui touchent toutes les personnes, et qui s'est révélé être, à la suite de deux expertises qui étaient conformes d'ailleurs, psychotique, qui avait agi, alors je vais employer mes termes de juriste, et qui était psychotique et qui était atteinte d'une abolition du discernement, donc la Chambre de l'instruction l'a également reconnu, pour une psychose hypocondriaque. Pour résumer, elle était persuadée qu'elle était malade et que sa maladie allait être transmise à ses enfants et qu'elle ne pourrait en aucun cas les sauver. Je simplifie. J'ai un peu honte de citer ce cas devant le professeur, bon, qui en parlerait bien mieux que moi, mais c'est vraiment une situation vécue dans laquelle on n'imaginait pas que les faits commis étaient commis par une personne malade, mentalement malade, et que cette maladie était en lien direct avec la commission des faits. Donc là, évidemment, l'obligation légale, l'obligation de la pratique a permis de s'assurer de la santé mentale de cette personne. Mais je pense aussi, et ça, je pense que c'est une question qui touche la population pénale, la population carcérale. Nous sommes confrontés à une délinquance commise notamment par des jeunes gens, et on sait aussi parfaitement que les psychoses, les maladies mentales évoluent à un certain âge, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, et on peut se demander si dans certains cas, nous ne sommes pas, en présence notamment de faits de violence, en présence de situations évolutives de maladies mentales qui échapperaient à tout examen psychiatrique et qui ferait l'objet d'un traitement pénal que je qualifierais de classique. Mais évidemment, nous n'avons pas les moyens, vous n'avez pas les moyens en tant qu'expert d'examiner toutes ces personnes. Alors, ma deuxième sous-partie concerne le contenu de la mission de l'expert. La mission, bon, je vais peut-être répéter des évidences, c'est en premier lieu l'étude, alors évidemment l'examen mental de la personne, ça c'est une évidence. Il y a une circulaire qui définit l'examen psychiatrique, une vieille circulaire qui indiquait que l'examen psychiatrique a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité manifestées par l'acte criminel peuvent être situées dans l'ensemble des affections psychopathologiques connues. Il tend en outre à permettre un pronostic sur l'évolution ultérieure du comportement et un avis sur le traitement envisagé. C'est effectivement dit dans des termes de la chancellerie, des termes ministériels. Les deux aspects de l'expertise mentale, c'est l'étude du processus psychique qui aurait pu conduire à une personne à commettre une infraction. C'est cette fameuse recherche de l'explication à un acte, ce que le psychologue peut aussi apporter, et c'est aussi ce deuxième aspect qui ne concerne pas forcément le juge d'instruction que je suis, mais qui est en charge de préparer un dossier et qui doit prendre cela en considération, c'est le traitement des auteurs d'infractions. Alors, concernant la recherche
d'une explication d'un acte, c'est ce qu'on a évoqué à de nombreuses reprises, c'est la recherche de la responsabilité pénale, de cas d'abolition, d'altération du discernement. Alors, dans un premier temps, là, j'ai évoqué l'explication de l'acte, parce que la recherche de vérité, c'est de savoir pourquoi et comment une personne a pu commettre cet acte. J'indiquais que étaient en concurrence deux types d'experts, l'expert psychiatre et l'expert psychologue. Quand je parle de concurrence, c'est aussi complémentaire, bien évidemment. Mais le juge d'instruction, qui initie de nombreuses expertises mentales et psychologiques, juge d'instruction que je suis a plutôt tendance à orienter, lorsqu'il n'y a pas d'obligation de désigner un expert mental, un expert psychiatrique, à plutôt cherche plutôt à axer l'expertise psychiatrique sur la maladie mentale, mais aussi sur l'acte lui-même, alors que l'expertise psychologique va parfois se détacher un peu d'ailleurs de l'acte pour examiner la personnalité, l'intelligence du mis en examen ou du prévenu. Il est dit que le psychologue est qualifié pour décrire une personnalité, se prononcer sur les capacités intellectuelles d'un individu dans la mesure des tests reconnus en cette matière. Il peut aussi décrire un mode de fonctionnement, se prononcer sur des qualités relationnelles, envisager l'intérêt d'un suivi éducatif ou d'une psychothérapie. Il peut d'ailleurs, l'expert psychologue, alors qu'on n'a pas envisagé l'expertise psychiatrique, suggérer au magistrat de désigner l'expert psychiatre, puisqu'il a même, surtout le psychologue clinicien, d'entrevoir d'éventuelles pathologies psychiatriques. Alors, l'aspect essentiel de l'expertise psychiatrique, c'est d'établir la responsabilité pénale ou, à contrario, l'irresponsabilité pénale, l'abolition ou l'altération du discernement. C'est d'abord, alors, effectivement, l'examen mental, c'est un diagnostic. C'est le diagnostic de la pathologie dont le prévenu, la personne mise en examen, souffrirait éventuellement, et c'est effectivement une sphère qui échappe totalement aux magistrats et qui est purement médicale. C'est cet examen technique confié à un technicien qui est seul en mesure de répondre à la question. Ce qui est plus complexe, j'ai l'impression de répéter ce qui a été dit jusqu'à présent, plus complexe pour l'expert médical, c'est de déterminer le lien éventuel entre la pathologie et l'infraction. Parce qu'il n'y a pas forcément, vous pouvez diagnostiquer une pathologie gravissime sur le plan psychiatrique, sans pour autant que cette pathologie soit en relation directe ou indirecte avec le fait criminel ou délictuel qui est examiné. Donc c'est sur ce lien qui relève du médico-légal, qui ne relève pas simplement du médical, c'est sur ce lien que l'expert psychiatre va devoir se pencher. Et c'est la raison pour laquelle il est important, je reviendrai peut-être dans la suite aussi de mon exposé, il est important que l'expert psychiatre, qui est reconnu pour ses qualités de médecin, de praticien hospitalier ou de médecin libéral, doit, me semble-t-il, avoir une formation en médecine légale, avoir des bases aussi de procédure pénale, et il ne faut pas hésiter à solliciter les magistrats
pour avoir quelques éclairages sur une procédure, sur un aspect strictement judiciaire d'une procédure. Moi, j'incite les experts à être en relation avec les magistrats, lesquels n'hésiteront pas d'ailleurs à venir vous interroger sur votre matière, mais je pense que l'échange doit être réciproque. Donc, est-il en cause? Est-ce que cette pathologie est en lien avec l'infraction? Mais ensuite se pose aussi la question de l'abolition, de l'altération du discernement. Hein, ce n'est qu'après, finalement, que cette question doit être abordée. Et là, je pense que depuis quelques années, alors c'est le code pénal, on l'a indiqué, de 1994, le nouveau code pénal, comme on l'appelait à l'époque, qui a modifié, qui a abrogé l'article 64 de l'ancien code pénal, qui parlait de démence, pour créer cette distinction entre abolition et altération du discernement. Il faut néanmoins rappeler qu'historiquement, la notion d'altération du discernement était déjà abordée, notamment par une circulaire de 1905, donc le problème n'est pas récent. Mais en tant que praticien, ou même en tant que spectateur avec ce barnum médiatique, la question se pose dans cette distinction entre abolition et altération, de savoir si parfois le psychiatre, qui n'échappe peut-être pas aux différentes écoles et chapelles de la médecine, ne va pas faire un choix dans cette notion d'altération ou d'abolition, dans la mesure où il va estimer, c'est peut-être un choix, un problème éthique, un problème politique. Certains diront que tout est politique, mais c'est effectivement le cas. Savoir s'il vaut mieux avoir un fou en prison ou d'avoir l'impunité pour un criminel. Certains psychiatres, c'est parfois l'impression qu'on peut avoir, surtout lorsque l'on voit des conclusions différentes, certains psychiatres pourraient avoir tendance à se dire que les outils offerts actuellement par la psychiatrie moderne ne permettent pas de faire face à certains états de dangerosité, à certaines situations non curables ou des situations intermédiaires. Donc, je crois qu'il faut, de toute façon, être courageux, mais je crois qu'on n'échappe pas non plus à ces écoles, à ce qu'on a appris et à son appréciation pour le coup subjective de situation. À mon sens, ce qui relève du psychiatrique doit rester au psychiatrique, et ce qui relève du traitement pénal doit concerner des personnes qui ne sont pas en abolition du discernement. Alors, c'est vrai qu'il y a ces situations un peu complexes, et d'ailleurs qui peuvent susciter ces différences dans les conclusions des experts, des malades, schizophrènes, psychotiques, qui sont en arrêt de traitement. La situation est parfois très complexe à aborder, parce qu'on se demande parfois si ce n'est pas leur maladie elle-même qui les incite à arrêter le traitement parce qu'elles se sentent bien, normales, comme toute personne autour d'elle-même, et assez souvent, ça reste quand même l'exception bien sûr, heureusement, des schizophrènes qui sont en rupture de traitement et qui cessent leur traitement et qui vont tomber dans des phases de décompensation et de délire. La situation est beaucoup plus complexe, effectivement, pour des patients, ou des prévenus ou personnes mises en examen qui ont des fragilités, probablement des pathologies qui vont être aggravées, provoquées, plutôt aggravées par l'absorption d'alcool ou de stupéfiants, notamment
d'ailleurs résine de cannabis, dont les effets sont dévastateurs. Le contenu aussi de l'expertise, ça a été abordé, c'est cette question de temporalité. Le diagnostic, et là c'est la mission propre de l'expert psychiatre, à la différence du psychologue, me semble-t-il, le diagnostic doit être posé au temps où l'infraction a été commise, et non pas, en tout cas pour ce qui nous concerne à l'instruction, pour déterminer la responsabilité ou la non-responsabilité, et non pas au moment de l'examen, proprement dit. C'est vrai que si l'examen mental tarde à venir, il peut y avoir des situations qui ont évolué et la photographie qui sera faite de l'individu ne sera pas la même que celle qui aura été faite au temps de la garde à vue ou au temps de la présentation. C'est parfois même plus complexe parce que certains accusés ont pu commettre des faits étalés sur plusieurs mois, étalés sur plusieurs années, et cet examen mental, ce diagnostic doit être posé sur une succession de faits qui sont commis sur un long temps. Alors, c'est là où il est nécessaire, et là aussi je rejoins le professeur, que l'expert soit approvisionné en pièces médicales, le dossier médical, ce n'est pas toujours évident. Bon, pour le juge d'instruction, lorsqu'il est face à une mise en examen qui a priori n'est pas un psychotique, bon, on citait le cas effectivement des vols à main armée où c'est généralement des voyous d'habitude qui sont les auteurs de ces faits. Bon, on fait l'expertise psychiatrique parce que c'est une obligation, parce que la personne va passer devant la cour d'assises. Donc on ne va pas prendre le temps de faire saisir le dossier médical. Et d'ailleurs, bien souvent, ces personnes n'ont jamais été suivies en psychiatrique. Mais je me souviens, en tant qu'assesseur, d'une affaire où ce problème avait été posé, quand même, pour un braqueur. Et c'est le dossier pénal. Alors en pratique, nous communiquons aux experts, enfin je communique, je ne vais peut-être pas parler pour tous les juges d'instruction de France, je communique la synthèse, lorsqu'il y a une synthèse, les déclarations, pour faire simple, déclarations de la victime, les déclarations de l'auteur devant les services de police ou de gendarmerie ou lors de l'interrogatoire de première comparution, puis certains éléments qui peuvent être intéressants s'il s'agit d'un malade, des déclarations des parents, de la famille sur le suivi médical. Bon. Le choix par manque de temps, parfois, manque de temps de greffe, c'est parfois difficile. Alors il y a une solution qui est beaucoup plus simple maintenant, qui pourrait être généralisée, c'est la délivrance à l'expert du DVD de numérisation du dossier d'instruction. Alors on est toujours un peu gêné parce qu'on se dit, est-ce que l'expert, avec ce qu'il est payé, va avoir le temps de voir tout le dossier, de dégager les pièces importantes du dossier? Ceci dit, bon, cela relève de la mission d'expert. D'ailleurs, en tête de l'expertise, un petit peu faussement, on indique que le dossier a été communiqué à l'expert. Je ne me souviens plus de la formule, mais bon, ce n'est pas tout à fait la réalité. Dans la pratique, il faudrait mettre en pièces jointes les pièces jointes qui ont été confiées à l'expert pour que le débat contradictoire puisse intervenir autour du rapport d'expertise. Mais je crois que c'est une solution, c'est de délivrer le DVD de numérisation d'une procédure, puisque la numérisation est généralisée. Dans le contenu, et ça j'en terminerai avec ça, c'est la difficulté aussi des infractions contestées. On rappellera que l'expert psychiatre n'est pas un thérapeute, en l'occurrence. Il agit sur mission d'un magistrat, de juge ou d'un procureur, et que sans violer aucunement la présomption d'innocence, il est tenu, puisque c'est les termes des questions, d'envisager l'hypothèse de la culpabilité de la personne qui l'examine, alors évidemment avec toutes les formes que cela impose, le conditionnel, mais il est tenu d'examiner l'hypothèse de la culpabilité de l'auteur, même si celle-ci est contestée. C'est un arrêt du 29 octobre 2003 de la Chambre criminelle
qu'il a opportunément rappelé, puisque c'est des questions qui ont pu se poser. Le rapport avait été mis en cause en indiquant qu'il y avait violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence. Non. Il n'a pas à prendre parti sur la culpabilité ou sur l'innocence de la personne, mais il doit envisager son examen sous l'angle de la culpabilité éventuelle de la personne examinée. Alors, je ne sais pas, là, j'ai pas suivi la durée de mon exposé. J'avais pris des notes sur ce qu'indiquait le docteur Zaguri, bon, qui est peut-être contesté par certains, je n'en sais rien, mais c'est un expert national, bon, qui est parfois requis ou missionné par les juges d'instruction. Selon le docteur Zaguri, la démarche expertale psychiatrique pénale se décompose en plusieurs phases. Il s'agit tout d'abord de poser un diagnostic, puis d'analyser rétrospectivement l'état mental au moment des faits, et enfin d'étudier le rapport entre état mental et faits reprochés. La première phase de la démarche, en fait j'ai repris ce que disait le docteur Zaguri dans mon exposé, la première phase de la démarche est en adéquation totale avec la profession de médecin. L'expert pose un diagnostic. En revanche, selon le docteur Zaguri, une telle expertise comprend nécessairement une dimension médico-légale, dès lors que l'on demande au psychiatre si le malade a engendré le crime. Or, ce n'est pas sur les diagnostics que s'opposent bien souvent les experts, mais sur les conséquences juridiques que doivent produire les conclusions médicales. Autrement dit, sur la logique médico-légale de l'expertise de responsabilité, le discernement du mis en examen était-il en raison de cette affection altérée ou abolie? Ce point précis de la mission d'expertise psychiatrique est problématique car il s'éloigne de la question d'ordre technique pour laisser place à une appréciation davantage subjective. Voilà pour terminer sur cette première partie. Enfin, j'ai encore une sous-partie, oui, c'est une sous-partie même. Le traitement, oui. Non, mais la deuxième partie, alors comme un étudiant de première année en droit, c'était au risque d'avoir des plans complètement déséquilibrés. Donc rassurez-vous, Monsieur le Président, ça tournera court, d'autant plus que ça sera repris amplement par les collègues. Alors le traitement pénal ou sanitaire des auteurs d'infractions, alors je vais faire vite, effectivement. C'est notamment la procédure devant la chambre de l'instruction lorsqu'il y a des cas d'irresponsabilité pénale. L'expert psychiatre est déterminant, évidemment, et là, on ne peut pas s'en passer, c'est obligatoire. C'est pour savoir si on va prendre des mesures d'hospitalisation complètes, c'est l'article 706-135 du Code de procédure pénale, et plus encore, parce que la mesure d'hospitalisation complète relève vraiment du sanitaire, les mesures pénales de sûreté, puisque la chambre de l'instruction peut assortir dans sa décision la déclaration d'irresponsabilité, non seulement d'une mesure d'hospitalisation, mais également d'obligation d'interdiction que l'on retrouve dans n'importe quel contrôle judiciaire ou surtout dans des obligations du sursis avec mise à l'épreuve. Et là, il y a une véritable intrusion, en tout cas, élément déterminant de l'expertise psychiatrique dans le choix du juge, puisque c'est sur la base de l'expertise, le texte le prévoit expressément, c'est après expertise psychiatrique que la chambre de l'instruction va interdire la personne d'être en relation avec des mineurs, de se présenter sur certains lieux, je passe sur les obligations. Enfin, je parlerai aussi au niveau du traitement, ça a été abordé, ça sera abordé, il y a effectivement des problèmes de temporalité avec des personnes qui auront été déclarées responsables pénalement des faits qu'ils ont commis, mais qui au moment du jugement, j'ai jamais été confronté à cette situation, mais c'est pas une hypothèse d'école à mon avis, et au moment du jugement, alors atteintes de psychose évolutive seront totalement inaptes, notamment à la sanction pénale. Et là, c'est quelque chose d'important parce que j'imagine une cour d'assises face à des faits extrêmement graves dont l'auteur est déclaré responsable, qui va se retrouver face à une personne contre laquelle aucune sanction ne pourra être prononcée. Et
pense que c'est une situation terrible pour le président de la cour d'assises face à des jurés qui ne comprennent pas pourquoi une personne pénalement responsable n'ira pas en prison, hein, ou ne peut pas aller en prison. Voilà, je laisserai mes collègues en parler. Alors, deuxième partie très courte, hein. Restitution de la mission de l'expert psychiatre. Alors, le juge d'instruction, là aussi que je suis, a quand même un choix déterminant, hein. C'est lui qui, la plupart du temps, va choisir son expert. Donc, pour le rapport écrit, vous pouvez avoir de très bons thérapeutes, mais de très mauvais experts judiciaires. Hein, ça, c'est une réalité. Et donc, on est confronté aussi, ce qui n'est pas le cas sur le ressort de Dijon, enfin, sur le tribunal de grande instance de Dijon, ce n'est pas le cas, mais certains juges sont confrontés à cette situation du manque d'experts en psychiatrie pénale. Alors, le rapport écrit, bon, on attend des qualités rédactionnelles, de clarté, de cohérence, hein, et on attend quelque chose de technique. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes en face de juristes ou en face de jurés éventuels qu'il va falloir parler. J'exagère parce que ce n'est pas le cas, mais en charabia, on demande un avis technique. Donc, il faut que ça soit écrit de façon technique. Il faut que l'expert explique dans son rapport, bien évidemment, certaines terminologies techniques qui ne sont pas courantes, mais il faut que le juge puisse se convaincre que le travail a été correctement réalisé, qu'il a une valeur scientifique, et cette valeur scientifique, on la pressent, en tout cas, même si on ne connaît pas grand-chose, même si on a une bille en psychiatrie, on la pressent dans la cohérence et dans la qualité du rapport, et ça, c'est la mission du juge. Le cas particulier de la collégialité que je n'ai pas abordé, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, la collégialité était le principe. Maintenant, le principe, c'est l'unicité. Il faut que le juge motive la collégialité. On ne nous a jamais vraiment, je parle devant les avocats, attaqué sur l'absence de motivation. Hein. Mais c'est vrai que la collégialité a nécessairement du bon. C'est vrai pour juger les gens, c'est vrai pour examiner les personnes. C'est aussi le moyen pour de jeunes psychiatres d'apprendre leur métier à côté de personnes d'expérience. Lorsqu'on pressent de façon une irresponsabilité pénale, il y a bien souvent une contre-expertise ou une deuxième expertise, et c'est souvent une collégialité qui va être désignée. Alors, il faut un rapport commun. Ça, c'est une obligation. La Chambre criminelle de la Cour de cassation l'a maintes fois rappelé, ce qui n'empêche pas, si deux experts ne sont pas d'accord, de faire valoir leurs opinions divergentes. Il arrive souvent que les experts examinent de leur côté, chacun de leur côté, et ensuite confrontent leurs idées. Les personnes, mais peut arriver, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai observé en matière médicale, que deux experts ne soient, médical classique, que deux experts ne soient pas d'accord. Dans ce cas-là, ils sont en droit d'écrire chacun leurs conclusions et de les expliciter. C'est la valeur probante. Monsieur le procureur général l'indiquait, en matière pénale, c'est le principe de liberté des preuves. Le juge peut se démarquer du rapport d'expertise. Il ne le fera pas si le rapport d'expertise est documenté, explicité et cohérent, remplit les qualités rédactionnelles que l'on attend, les qualités techniques d'un rapport. Ce qui a fait dire à Michel Foucault qu'il y avait cette vérité statutaire de l'expertise. C'est vrai que l'expertise a un poids considérable, on pourra dire peut-être trop considérable sur le juge, mais c'est un élément important et le juge ne peut pas s'en départir. Dernier point très rapide, la restitution orale. J'en parle simplement parce qu'on peut avoir de très bons experts faisant des rapports d'expertise nickel, mais qui ne savent pas s'exprimer à l'oral. Ça, c'est un problème, et le professeur l'indiquait tout à l'heure. C'est vrai que l'expert, comme l'enquêteur, le directeur d'enquête, va subir, et bientôt le juge d'instruction aussi, va subir les assauts de la défense, enfin des parties victimes, accusées. C'est vrai que lorsqu'un juge d'instruction désigne un expert pour une affaire
qui risque d'aller devant la cour d'assises, il fait aussi choix de sachants qui sont en mesure de s'exprimer, d'exprimer, de répondre aux questions et à toutes les questions. Restitution orale devant les cours d'assises, mais aussi devant la chambre d'instruction en cas d'irresponsabilité. J'ai été trop long, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai terminé, soyez rassurés.